Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG, à quels indicateurs se vouer? La durabilité est au cœur de tous les débats dans le domaine de l'immobilier, en particulier pour les fonds d'investissement et les caisses de pension. Ceux-ci sont en effet sous pression pour fournir les publications de leurs bilans énergétiques, environnementaux et de leurs indicateurs ESG de manière plus large. Pour positive que soit cette évolution, un risque non négligeable est l'utilisation, volontaire ou non, d'indicateurs de référence simplistes qui ne reflètent pas totalement la réalité. Les craintes de greenwashing sont présentes à l'esprit de tous les acteurs de notre milieu. Il y a des indicateurs fiables, réels et vérifiés dans la thématique du E de l'ESG. Mais il y en a aussi qui causent de la confusion pour toutes les parties impliquées, notamment lorsque l'on veut comparer les parcs immobiliers entre eux ou lorsque l'on évalue la possible atteinte des objectifs climatiques 2030 et 2050 de la Confédération en phase avec les accords de Paris. Pour essayer de mettre de l'ordre dans la jungle des indicateurs, nous posons quelques questions de cadrage au Dr Olivier Ozilou, spécialiste en la matière. Quels sont les principaux indicateurs pour la mesure des consommations d'énergie et des émissions de CO2 dans le domaine de l'immobilier en Suisse? Alors, pour les indicateurs de mesure des consommations d'énergie, nous utilisons généralement les bilans annuels d'énergie primaire mesurés, thermique et électrique, en kilowattheures ou en mégajoules, rapportés à la surface de référence énergétique, la SRE, surface chauffée, soit des kilowattheures par mètre carré et par année. Pour les émissions de CO2, nous utilisons des indicateurs de quantité émise de CO2 en grammes, en kilos ou en tonnes, rapportés à la consommation d'énergie primaire et par mètre carré de SRE, soit des kilos de CO2 par kilowattheure par mètre carré et par année. Il existe des normes en Suisse issues de la Société des ingénieurs et architectes, la SIA, qui définissent les méthodes de calcul de ces indicateurs, notamment la norme SIA 380 et la norme SIA 2031. Il est à noter que le cahier technique SIA 2031 est reconnu et compatible avec les normes européennes, la SNEN 15217 et 15603 et bientôt l'ISO 52003 de 2022, Energy Performance of Buildings. Il existe aussi des approches plus simples comme celle du Paris Agreement Capital Transition Assessment, le PACTA, appliqué aux normes de l'immobilier qui utilisent les mêmes indicateurs mais avec des calculs simplifiés, voire simplistes, car basés sur des modèles d'estimation et non pas sur des mesures de consommation effective. Il semblerait donc que ces indicateurs ne mesurent et ne représentent pas tous la même chose. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors avant de parler de pertinence des indicateurs, il faut distinguer trois problématiques distinctes. La première, c'est comment mesurer des consommations d'énergie et définir qui consomme quoi. Il existe des protocoles de mesure de consommation réels basés sur des schémas de comptage, des sous-comptages et des relevés périodiques. Ceux-ci permettent d'attribuer aux différents usages les bonnes quantités d'énergie et ainsi définir les éléments nécessaires pour bâtir une analyse valide et en tirer des informations pertinentes. Par ailleurs, il existe des modèles d'estimation statistique comme celui de PACTA qui ne mesure pas des quantités d'énergie à proprement parler, mais se base uniquement sur l'âge du bâtiment et les grandes dates de rénovation pour déterminer des indicateurs de performance. Alors par exemple, un bâtiment compris entre 1971 et 1980 devrait consommer en moyenne 142,5 kWh par mètre carré pour le chauffage et l'eau chaude et devrait émettre 34 kg de CO2 par mètre carré par année. Effectivement, l'effort et la célérité pour récolter les données ne sont pas les mêmes et la qualification réelle et individuelle par bâtiment n'est évidemment pas la même non plus. Chez Signataire, les qualifications ImmoLabel que nous produisons sur près de 10 000 allées d'immeubles par année sont basées sur la norme SIA 2031, c'est-à-dire qu'elles se basent sur des schémas de comptage, des relevés sur place et qui sont validés par le propriétaire ou sa gérance et les quantités d'énergie consommées effectivement mesurées. Quelle énergie prendre en compte pour définir quel indicateur? Chauffage, eau chaude, électricité des communs et des privés. Là aussi, il faut bien définir ce qui est inclus dans les bilans et les indicateurs. Pour illustrer ceci, nous pouvons citer plusieurs exemples de périmètres pour les calculs des indicateurs énergétiques et des quantités d'émissions de CO2. La norme SIA 2031 prend en compte tous les agents énergétiques, la consommation thermique, chauffage et eau chaude, la consommation électrique des communs et la consommation électrique des usagers.
L'analyse SIA 2031 complémentaire qui est proposée par Signataire prend en compte la consommation thermique, chauffage et eau chaude et la consommation seulement électrique des communs. Ceci afin d'avoir une vision des performances des parties communes des immeubles, sans évaluer le comportement individuel des usagers. C'est du reste cet indicateur qui est pris en compte dans les bilans carbone des villes comme Genève et Lausanne. La loi sur CO2, par contre, prend en compte la consommation thermique, chauffage et eau chaude sans l'électricité. Et c'est un périmètre qui est réduit pour être en relation avec la taxe sur le CO2 qui avait été envisagée. Et puis, le programme PACTA prend en compte la consommation et les émissions de CO2 estimées par rapport à tout l'aspect thermique en fonction de l'année de construction des immeubles et des travaux réalisés, mais sans les mesurer. L'autre question qu'on peut se poser, c'est quel facteur d'émission de CO2 faut-il prendre en compte dans ces bilans? Encore une fois, il est étonnant de constater qu'il existe des référentiels aussi différents. Sans entrer dans les détails, et à titre d'exemple, voici quelques différences constatées pour le mazout et pour le gaz. Alors par exemple, la norme SIA 2031 utilise des facteurs d'émission de CO2 en fonction des énergies primaires consommées, thermiques et électriques, avec notamment un facteur pour l'électricité basé sur le mix suisse. On pourra citer les facteurs pour le mazout à 295,2 g de CO2 par kWh et pour le gaz à 241,2 g de CO2 par kWh. La loi sur le CO2 utilise des facteurs de conversion publiés en 2022 par l'Office fédéral de l'environnement et qui prend en compte tous les agents énergétiques consommés pour la thermique, chauffage et eau chaude, avec ici une différence sur les facteurs de mazout à 267,7 g de CO2 par kWh et le gaz à 224,3 g de CO2 par kWh. Et PACTA utilise des émissions de CO2 qui sont estimées en fonction de l'année de construction de l'immeuble et des travaux réalisés et ne considère que le gaz et le mazout comme impactants, respectivement des facteurs pour le mazout à 265,3 et le gaz à 202,7 g de CO2 par kWh. Le chauffage à distance, le CAD, le bois et la pompe à chaleur étant considérés comme neutres, donc à zéro, ce qui change évidemment fortement le résultat par rapport aux autres référentiels et aux autres facteurs d'émission. Quels sont les risques de perception de greenwashing par les acteurs de l'immobilier de rendement et par le grand public? Avec quelles conséquences? Alors vous l'aurez compris, la problématique principale est de ne pas avoir les mêmes référentiels, la même balance. Celle-ci ne tient pas compte des mêmes éléments précités, la qualité des données, le périmètre et les facteurs d'émission. Ensuite, si on compare ces indicateurs aux objectifs de politique énergétique et climatique 2030 et 2050, il est évident que les constats peuvent diverger et déboucher sur des conclusions diamétralement différentes. En ne parlant pas des mêmes choses, des mêmes normes ou des mêmes référentiels, on peut annoncer des contre-vérités. Je suis déjà bon ou je n'ai plus grand-chose à faire par rapport aux objectifs à moyen et long terme nécessaires à la transition énergétique et climatique suisse. C'est principalement ce que nous constatons avec des publications de certains fonds ou caisses de pension qui utilisent les bilans PACTA. Alors à titre d'exemple, nous avons fait l'exercice de calcul des indicateurs au moyen des différents référentiels et nous avons obtenu des valeurs moyennes sur un portefeuille d'une centaine d'immeubles que nous avons sous gestion. Alors par exemple, la SIA 2031 a en moyenne sur ce portefeuille 22,3 kg de CO2 par mètre carré par année. La loi sur CO2, 16,5 kg de CO2 par mètre carré par année et PACTA, 12,2 kg de CO2 par mètre carré par année. Si on compare ces moyennes aux objectifs de la Confédération en phase avec les accords de Paris, ce parc immobilier devrait atteindre 15 kg de CO2 par mètre carré en 2030 et 5 kg en 2050. L'écart à l'objectif n'est évidemment pas le même selon la norme qui est appliquée. Quelle solution d'après vous? Alors, il est fondamental qu'il y ait une harmonisation au niveau fédéral des méthodes de calcul, des indicateurs, des références et des objectifs. Ceci devrait être coordonné avec l'Office fédéral de l'énergie et de l'environnement. Alors, chez Signataire, nous faisons justement coordonner les résultats de ces objets et des différents parcs de nos clients avec les objectifs de politique publique que nous pouvons présenter sur des graphiques et de manière ludique. Alors on a l'habitude de présenter les bâtiments sous la forme de cercles de taille de surface de référence énergétique
et qui doivent atteindre depuis leur valeur moyenne actuelle vers des objectifs 2030 et 2050. Alors, le challenge est important et on peut trouver ça irréaliste, mais nous avons de nombreux clients propriétaires et privés ou institutionnels qui ont décidé de décarboner leur parc immobilier et qui ont mis en place une feuille de route qui permettent d'atteindre ces objectifs de cette transition avec des mécanismes équilibrés, financiers et associés au bâtiment. Un autre problème corollaire à cette démarche est évidemment la disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires à la rénovation. Évidemment, les premiers à agir seront les premiers servis. Encore une raison de plus de se mettre au travail rapidement. Finalement, à qui peut-on se fier? À quel type d'indicateur? Alors, je dirais à n'importe quel indicateur pourvu qu'ils disent la même chose. Mais aujourd'hui, c'est la norme SIA 2031 qui démontre la valeur la plus réaliste car effectivement mesurée et non théorique. Et comme on dit, qui peut le plus peut le moins, il est important de connaître avec précision les émissions de ces immeubles pour parer à l'avenir de mauvaises surprises, notamment si les contraintes deviennent de plus en plus drastiques ou si certains indicateurs admis aujourd'hui se voient restreints à certains domaines de publication et que le sérieux et le réalisme prend le dessus sur des critères ESG purement théoriques et extrapolés. Alors chez Signataire, nous sommes à même de modéliser les différents indicateurs et les représenter sur des graphiques très parlants. Et là, les différences sont flagrantes. Néanmoins, il est important que les milieux de l'immobilier suisse se mobilisent pour que tous les acteurs parlent d'une même voix et de la même chose lorsqu'on évoque les critères ESG. La comparaison est un facteur primordial de l'évaluation de portefeuille bâti. La rigueur semble un facteur important dans cette comparabilité. Alors à ce propos, nous serons bientôt certifiés ISAE 3402 par PwC d'ici la fin de cet été. Nous appelons de nos vœux une clarification de la part des autorités sur les critères acceptables pour la communication sur ces objectifs climatiques et de consommation. Et nous soutenons les efforts d'acteurs clés du milieu pour parvenir à des objectifs comparables pour tous. La crédibilité des certifications sur ces immeubles, des indicateurs et des acteurs de notre branche est à ce prix.